Madame la secrétaire générale, vous pouvez commencer. Vous permettez, Madame la secrétaire générale, que je commence ? Très bien. Madame la secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse ici présents ou en ligne, Mesdames et Messieurs les invités. En ce jeudi 17 mars 2022, la secrétaire générale a souhaité cette conférence de presse pour perpétuer une belle tradition de la maison, à savoir le lancement, tous les 4 ans, du rapport La langue française dans le monde, dont nous fêtons aujourd'hui la 5e édition. Élaboré par l'Observatoire de la langue française de la direction Langue française et diversité des cultures francophones de l'OIF, ce rapport est publié aux éditions Gallimard, que nous remercions aujourd'hui pour la qualité du partenariat, la qualité du travail et la force de l'engagement. C'est donc un ouvrage de référence, un guide autour et sur la langue française que la francophonie offre à ses États et gouvernements, qu'elle offre aux médias et qu'elle offre également à toutes celles et ceux qui s'intéressent aux évolutions linguistiques et aux grandes tendances éducatives et culturelles. La densité de cet ouvrage, qui, comme vous le voyez, fait à peu près 362 pages, ne doit pas vous faire peur. En effet, il a été si bien agencé que vous pourrez y trouver tout ce que vous cherchez, simplement en, par exemple, consultant la synthèse que nous avons mis à disposition dans les dossiers que vous avez et qui sera également diffusée en ligne dès la fin de cette réunion. La conférence de presse se déroulera suivant le programme qui vous a été distribué. Ainsi, dans un premier temps, nous écouterons à l'écran le professeur Souleymane Bachir Diaye, qui a bien voulu préfacer cet ouvrage et qui a bien voulu nous donner une vision généreuse, éclairée et éclairante de la francophonie. Puis nous diffuserons une courte vidéo de 4 minutes, une vidéo synthétique de ce rapport. Et ensuite, notre secrétaire générale, Madame Louise Mouchiki-Wabo, nous présentera sa réflexion sur les enseignements de ce rapport. Alexandre Wolf, responsable de l'Observatoire et artisan avec son équipe de cet ouvrage et moi-même, en reprendront les faits saillants. Nous serons ensuite, Mesdames et Messieurs les journalistes, à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Sans plus tarder, et pour suivre le déroulé, je vous invite à écouter le professeur Souleymane Bachir Diaye. D'accueillir ces quelques mots de celui qui aura été le préfacier de cet ouvrage dont nous saluons aujourd'hui la parution. Je dois l'honneur d'avoir écrit la préface de la langue française dans le monde à Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, que je remercie infiniment puisqu'elle m'a demandé d'écrire cette préface. Et je la remercie à nouveau, je lui exprime toute ma gratitude pour l'honneur qu'elle me fait en me demandant de dire ces quelques mots au début de cette conférence de presse. Quelques mots malheureusement que je partage, que je vous adresse virtuellement, n'ayant pas pu être présent à cette conférence de presse. Je voudrais simplement dire à quel point cet ouvrage que j'ai lu pour en écrire la préface est important. Il est important parce qu'il constitue évidemment la carte d'identité de l'organisation de la francophonie, de notre francophonie. Il indique, pour ainsi dire, les données biométriques de cette francophonie qui est la nôtre, et à ce titre,
il contient des éléments précieux, des chiffres, des statistiques, des projections dont chercheurs et grand public feront évidemment l'usage qu'il faut. Mais au-delà de cela, au-delà d'être une carte d'identité, il est, comme je l'ai dit dans la préface que j'ai écrite, la saisie sur le vif d'un mouvement, du mouvement d'une langue, du mouvement de peuples qui partagent cette langue, et qui ont cette langue en partage, ainsi que le dit la belle définition de la francophonie. Eh bien, ce mouvement qui épouse celui-là même du monde, qui est un mouvement vers le pluralisme, vers l'approfondissement du pluralisme, en même temps qu'il est orientation vers un horizon d'universalité. Et cela est important. La francophonie n'est pas la défense frileuse d'une langue qui se sentirait menacée. Au contraire, elle est pleine de vitalité, elle est en progression constante, une progression que mesure parfaitement la projection qui indique que dans une trentaine d'années, autant dire demain, 8% de la population mondiale sera francophone contre 3% aujourd'hui. Au-delà de ces chiffres et au-delà de ces projections, ce qui est important encore une fois, c'est l'idée même que la francophonie est porteuse du pluralisme dont ce monde a besoin. Un pluralisme qui fait que les langues du monde convergeront, se rencontreront dans leur équivalence. Et il n'y aura plus, faire en sorte qu'il n'y ait plus des langues centrales et des langues périphériques, c'est cela également la mission de la francophonie, dans le monde et en son sein propre. Et je voudrais, de ce point de vue-là, rappeler une parole d'un des pères fondateurs de cette francophonie, qui est le président Léopold Sédar Senghor. Cette parole consistait à dire qu'il nous faut mesurer, qu'il nous faut toujours mesurer l'orgueil d'être différent à la joie d'être ensemble. Je crois qu'on ne saurait mieux dire et mieux exprimer cette idée que le pluriel du monde, le pluriel de nos langues, le pluralisme linguistique dont la francophonie est aussi une célébration, est toujours canalisé, orienté vers un horizon d'universalité. Et cet horizon d'universalité suppose qu'à partir du pluriel du monde, nous sachions partager des valeurs communes. Et ce sera ça, ce partage qui sera le nôtre, qui exprimera véritablement la joie d'être ensemble, dont a parlé le poète président Senghor. Merci infiniment. Merci également au professeur Souleymane Bachir Diaye, philosophe sénégalais et professeur de philosophie et de français à l'Université de Columbia. Sans plus tarder, pour suivre notre déroulé, je vous propose maintenant le visionnement de la petite vidéo synthétique qui reprend les faits saillants de notre rapport. Créée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie rassemble et mobilise 88 États et gouvernements, dont 7 associés et 27 observateurs. Cet ensemble représente 17,5% de la population mondiale et contribue à 16,6% du PIB mondial. À ce jour, le réseau de l'OIF compte 13 représentations extérieures qui animent sa coopération et font rayonner la francophonie sur la scène internationale, 3 centres régionaux pour l'enseignement du français et 2 instituts spécialisés dans les domaines de l'éducation et du développement durable. La francophonie, c'est aussi 4 opérateurs et une assemblée parlementaire. Tous les 4 ans, son observatoire de la langue française recueille des données sur le terrain, les analyse et les restitue à travers le rapport « La langue française dans le monde ». Présente sur les 5 continents, la langue française cohabite au quotidien avec plus d'un quart des 6000 langues existantes, dont entre 2000 et 2500 se trouvent sur le seul continent africain. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde avec 321 millions de locuteurs, dont 255 millions en font un usage quotidien.
Plus de 60% d'entre eux résident en Afrique avec une hausse de 15% depuis 2018 sur ce continent. La langue française est parlée par plus de 50% de la population dans 13 pays et entre 20 et 50% dans 20 pays. En Europe, ce sont près de 136 millions de personnes qui sont capables d'avoir une conversation en français. Dans les pays du continent africain où le français est d'usage quotidien, le français est présent au travail dans tous les cas de figure. Il est même en première position dans les villes de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la République démocratique du Congo. À la maison, la fréquence d'usage du français est moins importante, mais sa position dans la hiérarchie des langues demeure relativement stable. On retrouve même la langue française en première position dans les milieux urbains de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo et du Gabon. La variété des expressions et l'inventivité lexicale des francophones renouvellent et enrichissent la langue française, comme le montre le tout nouveau dictionnaire des francophones. Dans le monde, on compte 144 millions d'apprenants du ou en français. Le français est la langue principale d'enseignement dans 36 États ou gouvernements et ce sont 93 millions d'élèves et étudiants qui sont scolarisés en français, dont 54 millions en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien. La francophonie intègre également les langues nationales au sein de ses programmes pour accompagner la formation des maîtres du primaire et le renforcement de politiques linguistiques et éducatives plurilingues, principalement en Afrique. Avec ses 51 millions d'apprenants, le français est également la deuxième langue étrangère la plus enseignée, ce qui représente une augmentation de 6,5% par rapport à 2010. Les motivations professionnelles et les possibilités de mobilités internationales que permet la maîtrise du français pèsent de plus en plus dans le choix de cette langue. Dans l'Union européenne, le français est aussi la deuxième langue vivante étrangère des enseignements primaires et secondaires. La francophonie est également active dans les industries culturelles et créatives dont le poids augmente chaque année, représentant en 2021 3% du PIB mondial et 6% des emplois. Le rôle croissant que joue le numérique et le phénomène de plateformisation de la distribution des contenus culturels impose de nouveaux défis pour la diversité culturelle. Face aux contrôles exercés par les plateformes internationales sur les choix de consommation culturelle, grâce notamment aux algorithmes, l'OIF entend renforcer la découvrabilité des contenus francophones au travers de sa nouvelle stratégie de la francophonie numérique 2022-2026. Elle se mobilise autour d'actions de plaidoyer, de sensibilisation et de formation à destination de tous les acteurs concernés. Le français est également la 4e langue d'Internet et la 2e langue la plus cybermondialisée après l'anglais. En tout, ce sont 43% des internautes qui sont plurilingues. Bien que le français soit la 2e langue des organisations internationales, seulement 4 à 12% des textes sont produits en français. Pour contrer le danger du monolinguisme et faire reculer le recul du français, la francophonie met en place un nouveau dispositif de veille, d'alerte et d'action pour la langue française et le multilinguisme. Grâce au groupe d'ambassadeurs francophones, aux diplomates de tous ces pays membres, aux alliances avec d'autres espaces linguistiques, plusieurs organisations internationales et régionales comme l'ONU, l'Union africaine ou l'Union européenne considèrent le multilinguisme comme une condition essentielle du multilatéralisme et un bien commun à défendre. Du côté des médias, TV5 Monde, l'un des plus grands réseaux audiovisuels mondiaux, s'adresse aux francophones comme aux francophiles dans toute leur diversité linguistique et culturelle grâce au sous-titrage en 13 langues. La chaîne réunit plus de 80 millions de téléspectateurs chaque semaine et est reçue par plus de 404 millions de foyers sur la planète. Sa nouvelle plateforme francophone, TV5 Monde Plus, offre plus de 5000 heures de programmes en accès libre. Ensemble, faisons rayonner la langue française. Notre secrétaire générale, Madame Louise Mouchikiwabo, vous avez bien voulu partager avec nous votre réflexion sur les principaux constats et alertes également que ce rapport a mis en exergue. Sans plus tarder, Madame la secrétaire générale, la parole est à vous. Merci, merci beaucoup, chère Nivine, mesdames et messieurs des médias, mesdames et messieurs représentants nos États membres de la francophonie, monsieur l'administrateur, chers collaborateurs de l'OIF. Je vous remercie d'être venus
nombreuses et nombreux, au lendemain de notre conférence ministérielle de la francophonie. Vous aurez remarqué que je perds un peu ma voix pour avoir parlé toute la journée hier. Conférence ministérielle qui a notamment débattu des dangers croissants de la désinformation. La francophonie et notamment notre chaîne multilatérale francophone TV5 Monde a décidé de poursuivre et d'amplifier ses actions en faveur d'une information de qualité et non d'infox, en favorisant notamment la formation des jeunes à la vérification des faits. Les ministres de la francophonie ont également hier adopté avec unité et fermeté une résolution sur l'Ukraine. C'était très important que tous nos États membres puissent s'exprimer et qu'on converge vers un texte commun, une position, une voix francophone sur ce conflit. Dans ce texte et dans ce contexte et dans quelques jours, nous célébrerons la Journée internationale de la francophonie, notre 20 mars. Au fil du temps, cet événement est devenu de plus en plus populaire et planétaire, preuve de la modernité et de la vitalité de notre organisation. Cette journée du 20 mars, j'ai souhaité la placer sous le signe de la francophonie de l'avenir. Je célébrerai cette journée du 20 mars auprès de nos États, auprès du monde, rassemblés à l'exposition universelle de Dubaï dans 3 jours, en transit vers le Vietnam et le Cambodge. L'avenir de la francophonie, avec un grand F, mais aussi avec un petit f, vous en conviendrez, est étroitement lié à celui de la langue française. En écoutant le professeur Suleiman, je me rends compte à quel point non seulement notre langue est planétaire, mais elle traduit quelque chose de très profond dans notre universalité. Nous sommes donc une langue, mais nous sommes aussi la complicité et les liens et les valeurs qui vont avec cette langue. Cette francophonie, donc, est liée à la langue, une langue qui se décline sous plusieurs couleurs et saveurs à travers le monde. J'ai à ma gauche l'Égypte, à ma droite la France, devant moi Haïti, j'ai Andorre, j'ai le Canada, j'ai la Tunisie. Voilà, c'est ça la francophonie. Et cette langue est en lien et en liant de tout un monde, de tout un univers. Et donc, quand nous parlons de rapport, d'évaluation, de veille, nous parlons de la vie de milliers de personnes qui se retrouvent dans une famille diversifiée, différenciée, mais une famille qui se retrouve à travers tout ce qui est beau, tout ce qui est important qu'une langue peut apporter. À la lecture de cette nouvelle édition de la langue française dans le monde, je peux vous dire, au-delà des slogans et discours convenus, que la langue française, portée par l'élan de la jeunesse, de l'espace francophone, a un bel avenir devant elle. Nous l'avons vu dans ce court film d'animation. Vous le constaterez plus encore en vous plongeant dans ce bel ouvrage de référence que nous lançons aujourd'hui, élaboré par l'Observatoire de la langue française de l'OIF et publié chez Gallimard, dont je salue l'engagement, Madame l'éditrice, chef de projet à nos côtés. Merci beaucoup à Gallimard. En effet, le nombre de locuteurs de français a augmenté de 7% depuis 4 ans. Le français est aujourd'hui parlé, comme vous l'avez vu, par 321 millions de personnes
sur les 5 continents. Il faut se réjouir de cette progression liée à la vitalité démographique, notamment de l'Afrique subsaharienne, où résident désormais plus de 60% de locuteurs quotidiens. Ainsi, de façon irréfutable, le centre de gravité de la francophonie se déplace vers le sud. Les nombreuses et savoureuses variétés du français enregistrées à Dakar, à Lomé, à Libreville, à Kinshasa, à Kigali aussi, méritent plus que jamais toute notre attention. Et le dictionnaire des francophones, lancé l'année dernière par le ministère français de la Culture et dont l'OIF est partenaire, prend tout son sens dans cette belle dynamique. La langue française est de plus en plus une langue africaine, c'est la réalité. Elle est, aux côtés de beaucoup d'autres langues, une langue d'importance sur le continent africain. 32 pays de l'Union africaine sur 54 sont membres de notre organisation. Car l'un des grands enseignements de cet ouvrage, c'est que le français est inséparable du plurilinguisme, y compris parmi ses locuteurs quotidiens. Nous avons donc raison de favoriser dans nos pays les approches bilingues au moins, comme celle que soutient l'initiative Élan Afrique, menée par l'Institut de l'éducation et de la formation de la francophonie, l'IFEF, basé à Dakar. La langue française aujourd'hui est et doit être en synergie et en harmonie avec plusieurs autres langues. Je l'ai dit quand je me présentais comme candidate au poste de secrétaire générale de la francophonie. Ma langue française est une langue qui n'est pas en guerre contre toute autre langue. C'est une langue qui édifie le monde à côté d'eux et avec bien d'autres langues qu'on retrouve dans l'espace francophone. C'est ça aussi la francophonie de l'avenir. Il faut également se réjouir de l'engouement pour le français des apprenants de langues étrangères dans presque tous les continents. La langue française tient bien et tient bon. Elle tient son rang de deuxième langue étrangère enseignée dans le monde. Ce n'est pas rien. Nos experts nous font par ailleurs savoir que l'intérêt croissant pour un français utile, très important. La jeunesse francophone aujourd'hui nous dit « Nous voulons une langue française qui nous soit utile, qui nous permette de trouver de l'emploi, de communiquer avec la jeunesse du monde, de créer dans cette langue. » D'où la nécessité de renforcer notre action dans le domaine du français professionnel. Cela doit devenir un axe majeur de la programmation future de nos centres régionaux francophones, les CREF, basés à Sofia, en Bulgarie, à Ho Chi Minh, au Vietnam et bientôt à Djibouti. Le français garde également une honorable 4e place sur l'Internet. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on aille très rapidement vers la 1re place. Je ne sais pas comment on va le faire, mais on va commencer par la 2e place. Dans un paysage linguistique numérique de plus en plus diversifié où, contrairement aux idées reçues, l'anglais ne représente que 25%. Mesdames et messieurs, dès ma prise de fonction en qualité de secrétaire général de la francophonie, je nous ai fixé une ambition commune de faire reculer le recul du français. Les données de ce rapport nous encouragent et nous éloignent des discours de certains qui crient un déclin généralisé de notre langue partagée. Mais nous ne nous versons pas dans un optimisme béat et une autosatisfaction passagère. Il y a des efforts à faire.
Dans beaucoup de domaines, notre vigilance attentive doit continuer à s'exercer. Prenons le numérique. Les fractures dans l'accès aux outils comme dans la maîtrise de ceux-ci, la découvrabilité des contenus en français restent des enjeux majeurs auxquels la francophonie doit s'attaquer plus résolument. J'invite donc à une mise en œuvre effective de la stratégie numérique adoptée par la conférence ministérielle en décembre dernier. L'OIF continuera à y prendre sa part à la mesure de ses moyens, notamment à travers ses programmes comme Déclic de formation au métier du numérique. Aux côtés de nos États, donc, nous allons faire des efforts pour que cette stratégie numérique soit une stratégie numérique qui est au service de la langue française. L'accès de toutes et tous à l'éducation ainsi que la qualité de l'enseignement en français, particulièrement en Afrique, où nous avons commencé à déployer des enseignants volontaires dans le cadre du programme phare de mobilité des enseignants, constituent encore des défis importants à relever. Et cela pour que puissent se vérifier certaines prévisions optimistes qui verraient le français en 2e ou 3e position des langues du monde en 2050. C'était ça le secret. C'est en quelle année on sera numéro 1. Autre bémol, l'enseignement du français en Europe. Il est en recul de 10%. Je l'ai dit avant-hier à l'ouverture de la conférence sur la diversité linguistique et la langue française organisée à Pau par la présidence française de l'Union européenne. Il est urgent de généraliser l'enseignement de 2 langues étrangères en Europe, comme les dirigeants s'y étaient engagés il y a déjà 20 ans. Notre organisation compte 19 membres de l'Union européenne, une majorité tout comme à l'Union africaine. Par son caractère transfrontalier au centre du continent, par sa projection internationale, le français a tous les atouts pour être la 2e langue enseignée dans beaucoup de pays européens. Je demande à nos États membres européens un effort supplémentaire. Mais la source majeure de préoccupation réside dans le monolinguisme qui s'est installé progressivement dans les organisations internationales. Cette nouvelle édition du rapport confirme bien le recul du français et des autres langues d'ailleurs dans la diplomatie multilatérale et à l'Union européenne. L'Union européenne qui a vu le seul pays qui porte la langue anglaise sortir de l'Union, mais qui n'en est pas devenu moins anglophone et anglo-saxonne. La promotion de la langue française dans les enceintes internationales doit être menée de concert entre l'OIF, nous, c'est notre mission, c'est notre obligation, mais avec les États et gouvernements membres de la francophonie qui siègent au sein des organisations internationales et régionales où les décisions se prennent. C'est notamment pour cette raison que j'ai souhaité mobiliser les chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils adoptent au prochain sommet de la francophonie à Djerba une déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie, un texte très important de notre prochain sommet. Ce texte précisera les différents domaines de la langue française pour lesquels une action renouvelée et plus résolue de nos États et gouvernements membres est attendue. La nouvelle programmation de l'OIF tiendra compte parallèlement d'une feuille de route pour que notre accompagnement soit au plus près des besoins réels sur le terrain. Pour finir, permettez-moi de féliciter le responsable de l'Observatoire de la langue française, Alexandre Wolff, qui fait un travail remarquable, non pas parce que les données sont encourageantes, mais pour la rigueur du travail effectué. Merci beaucoup, cher Alexandre. À travers lui, je salue
le travail de toutes les équipes sous la supervision diligente de Madame Nivin Khaled, ici à ma gauche, de ma conseillère langue française, Imator, toutes les équipes de l'OIF qui travaillent sur ce rapport, mais aussi et surtout sur la veille que nous allons mener d'une manière plus rigoureuse sur la déclinaison de la langue française dans le monde. Je vous signale que j'effectuerai dans quelques semaines un voyage en Louisiane pour saluer les francophones de l'Amérique du Nord et que notre nouvelle représentation à Québec, qui ouvre ses portes imminemment, cette représentation a le double rôle de suivre le rayonnement de la langue française dans le monde, mais aussi d'aller à l'assaut, un assaut très doux, très diplomatique et pacifique de tous les francophones du continent américain. Je me réjouis déjà à l'idée de faire rayonner cette langue, de rassembler, de mobiliser les francophones d'Amérique, des Amériques, et surtout de pouvoir accompagner ce rayonnement par des mesures, par des actions et de la recherche à la fois scientifique et rigoureuse. Un grand merci également aux 12 membres du Conseil scientifique qui ont contribué à enrichir les analyses, la qualité de notre partenariat avec l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone de l'Université Laval de Québec, sous l'égide de Richard Marcoux, mérite enfin d'être souligné. Tout comme je remercie l'ensemble des États et gouvernements de la francophonie, dont les administrations ont contribué au recensement des données, un aspect très important pour notre veille et suivi du rayonnement de la langue française. Indispensable pour ce rapport, notamment le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, cher Gaël, qui a mobilisé ses services diplomatiques à travers le monde, surtout situés en dehors de l'espace francophone. Merci, merci beaucoup à la France. Cet ouvrage quadriennal, mesdames et messieurs, est indispensable. Il nous offre un panorama complet de la place et de l'usage du français par les populations et dans les institutions. Nous avons besoin de disposer de cette cartographie précise de la langue française afin de mieux orienter nos actions de coopération. À la fois l'OIF, l'APF, les acteurs de la charte de la francophonie, de mieux accompagner nos États et gouvernements dans leurs choix stratégiques et de favoriser l'interaction entre celles et ceux qui parlent cette langue, tout particulièrement les jeunes, puisque l'espace francophone reste très jeune. Avec l'administrateur, nous comptons faire évoluer l'Observatoire de la langue française pour en faire un véritable centre de données probantes et de veille sur notre belle langue. Mesdames et messieurs, en français, s'il vous plaît, était le leitmotiv de la journée de la francophonie en 2019. Aujourd'hui, je vous remercie, toujours en français, d'être venu, d'être revenu à l'OIF en présentiel en cette salle Senghor, bien nommée, et d'être derrière vos écrans aussi, puisque vous êtes là aussi, pour suivre cet échange avec la presse et nos États membres, et je vous remercie. Merci à vous, Madame la Secrétaire Générale. Connaissant la saine curiosité des journalistes, je voulais vous dire, Mesdames et Messieurs, quelques petits détails de la façon dont cet ouvrage a pu être monté. Ne vous en faites pas, je serai extrêmement rapide. Simplement pour vous dire que ce travail a été une aventure d'équipe, mais il s'agit d'une grosse équipe, une équipe complémentaire, une équipe volontaire et une équipe engagée.
Elle a associé aussi bien les différentes directions de l'OIF que les instituts spécialisés, que les CREF, les centres régionaux d'enseignement de français, nos représentations extérieures, ainsi que l'ensemble des opérateurs de la francophonie. Mais nous avons également eu droit à la mobilisation des acteurs de la promotion du français. Et je citerai l'organisme francophone de politique et d'aménagement linguistique, OPAL, mais aussi les Alliances françaises, les instituts français, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France. Il vous faut également savoir que, comme à chaque édition, une étude a été diligentée pour cette édition particulière autour de la question spécifique des variations sociolinguistiques du français. Cet exercice, qui a mobilisé une équipe internationale, a été remarquablement encadré par le comité scientifique que nous remercions pour son apport inestimable. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, madame la secrétaire générale, j'en ai fini et je laisse maintenant le grand technicien de l'Observatoire, monsieur Alexandre Wolf, vous en partager les données les plus probantes. Merci, merci Madame la Directrice, merci beaucoup Madame la Secrétaire Générale. Je vais vous résumer, si tant est que ce soit possible, en quelques diapositives, les éléments essentiels qui sont contenus dans ce rapport. Et pour ça, je vais faire appel à nos amis techniciens pour que les choses se mettent en route. Elles sont ici. Donc voilà, le rapport, c'est ça, c'est 3 parties qui s'attachent chacune à étudier un sujet, un domaine particulier concernant la langue française. On ne peut pas traiter à chaque édition tous les sujets, mais on retrouve, comme chaque année, bien entendu, la question de la présence et de l'usage de la langue française, qui est évidemment le cœur de notre observation, avec la traditionnelle estimation du nombre de francophones dont on vous a annoncé le chiffre, le nouveau chiffre, mais en insistant évidemment beaucoup plus longuement que je ne pourrais le faire maintenant sur la réalité des pratiques, des usages dans les pays francophones, en distinguant selon leur nature de rapport à la langue française, et en insistant, comme l'a rappelé Madame Khaled à l'instant, pour la première fois sur la question de la variation socio-linguistique du français grâce à une recherche qui a été menée. Je vois ici d'ailleurs le coordonnateur, Comlan Fontagnon, que je remercie d'être là, de cette étude, qui révèle des choses vraiment très intéressantes qui sont aussi des jalons pour penser l'avenir. Et la question, toujours dans la présence du français dans les organisations internationales, non pas en tant que tel, bien que les faits et les chiffres soient présentés, mais en tant que moteur aussi du multilinguisme, qui est une des préoccupations de Madame la Secrétaire Générale. La deuxième partie qui examine la question de l'enseignement du et en français. Et comme vous l'avez vu, ce sont deux domaines prioritaires pour l'avenir de la langue française dans le monde. Et vous trouverez donc dans ce rapport, pour chacun des pays pour lesquels on a pu recueillir de l'information, ils sont quand même assez nombreux, la situation et les évolutions, surtout les tendances dans l'apprentissage du et en français. Enfin, une troisième partie qui fait le lien entre le français et la culture au sens large, les industries culturelles et créatives, comme on dit, mais sous l'angle particulier qui est plus actuel que jamais de la transition numérique, dont on a vu encore plus récemment combien elle devenait un élément déterminant de la consommation, de la production aussi des contenus culturels, et le défi que cela pose pour toutes les cultures et pour les contenus culturels francophones en particulier est tout à fait majeur et décrit autant que possible dans cet ouvrage. Alors je vais rapidement passer par chacun de ces chapitres. On a donc estimé le nombre de francophones à 321 millions cette année, avec une distinction que nous faisons déjà depuis plusieurs années entre ceux qui ont un usage quotidien du français, qu'on a de façon poétique, on l'espère, placé sur la planète naître et ou vivre aussi en français, et puis les autres francophones dans le monde qui sont bien sûr tout à fait capables de parler français, mais qui n'en ont pas un usage quotidien. Et donc vous voyez que 80% de la galaxie francophone est constituée de locuteurs quotidiens de français. Et ces locuteurs quotidiens de français, vous l'avez vu aussi dans le film, ils sont essentiellement sur le continent africain, et de plus en plus sur le continent africain. On a franchi la barre des 60% de locuteurs qui ont donc, pour lesquels le français est à la fois langue du foyer de l'école, langue officielle souvent, langue de communication,
langue des médias, des affaires aussi, de la vie économique. Évidemment, ces francophones sont répartis de manière très diverse sur la planète, et nous avons là aussi actualisé une carte qu'on appelle de la densité francophone, qui montre le pourcentage des populations de chacun des pays, de personnes capables de parler français, francophones. Et là aussi, du plus clair au plus foncé, vous avez donc la répartition qui montre combien le cœur de la francophonie, et bien sûr en dehors des pays où le français est la langue première, que vous voyez clairement apparaître, des États et gouvernements comme le Québec, la France ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien, le cœur de la francophonie se situe bien en Afrique. Cette dynamique est donc confirmée, elle était constatée il y a 4 ans déjà. Donc la progression sur cette planète est encore plus forte que la progression mondiale, mais surtout, elle est beaucoup plus forte en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien, puisque sur les 21 millions de francophones supplémentaires, en quelque sorte, il y en a 16 millions sur cet espace. Et selon les prévisions de notre partenaire qui a été cité, l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone de l'Université Laval à Québec, eh bien, il pourrait y avoir entre 370 et 770 millions de francophones à l'horizon 2060. C'est une fourchette, on a toujours gardé cette fourchette parce que des questions se posent et l'évolution n'est pas mécanique. Elle dépendra d'un certain nombre de facteurs qu'on va examiner très rapidement après. Et les questions partent des constats. Le constat qu'on a fait dans cette édition, c'est que depuis 2010, aucun pays de l'espace africain n'a connu une modification significative du pourcentage de sa population francophone par rapport à sa population totale, et que finalement, on retrouve à peu près les mêmes pays dans les mêmes tranches, majoritairement inférieures à 50%, à l'exception des 5 ou 6 pays qui avaient déjà dépassé ce seuil où on était très proche. Dans cette première partie, on a aussi examiné évidemment la question du multilinguisme dans les organisations internationales. Et j'ai ramassé ici les quelques éléments qui permettent de réfléchir et que vous trouverez évidemment beaucoup plus argumentés dans le rapport, qui partent du constat, on l'a vu aussi dans le film, peu de textes originaux écrits en français, des moyens alloués à la traduction, à l'interprétation plutôt en baisse, un monolinguisme de fait dans les pratiques, et du coup une discrimination de facto de tous ceux qui ne sont pas locuteurs de cette fameuse langue unique. Eh bien, il faut passer à l'action. C'est le dispositif de veille, d'alerte et d'action pour le français et le multilinguisme, porté par Madame la secrétaire générale, qui passe par beaucoup de choses que vous découvrirez dans le rapport. C'est la mobilisation des autres espaces linguistiques qui sont tout aussi préoccupés par cette question. C'est la mise en place d'outils de rééquilibrage, et on voit quelques progrès, sans doute suite à l'action des francophones qui se manifestent. Et puis, il y a une volonté politique qui s'est exprimée en ce moment, tout récemment, par l'intermédiaire de la présidence française de l'Union européenne, et qui devra peut-être aussi faire bouger les lignes. Je passe au chapitre sur apprendre en et le français. Tout d'abord, et le plus important sans doute, le français est donc une langue de scolarisation. 93 millions d'apprenants scolarisés en français dans le monde en 2022. Et vous retrouvez évidemment la très grande place occupée par l'Afrique subsaharienne, océan Indien, qui ne cesse là aussi de croître. Et pour les apprenants de français langue étrangère, en 2022, donc, nous avons là aussi une part significative du continent africain, avec une place particulière pour l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, sachant que dans beaucoup de ces pays, je pense au Maghreb, je pense au Liban, le français n'est pas que une langue étrangère, mais n'étant pas une langue officielle, elle est désignée comme telle, et donc ce qui fait que cette portion de la planète occupe une place importante. Les évolutions, elles sont, comme on l'a entendu tout à l'heure, plutôt favorables dans la plupart des continents, avec cette exception, effectivement, qui concerne l'Europe, qui exprime plutôt une chute sur finalement une assez courte période, qui n'est pas de très bon augure. Alors pour anticiper, il y a un certain nombre de domaines qu'il faut observer. Là aussi, vous aurez un résumé très très bref. La langue qui est pratiquée dans les foyers est évidemment un élément déterminant de son implantation et un gage peut-être de son accroissement. Et vous voyez que dans la plupart des pays francophones d'Afrique, le français est toujours présent. Ça, ce sont des enquêtes qui sont réalisées par l'Institut Kantar sur une quinzaine de pays tous les ans.
et sur des effectifs assez importants. Et le français, qui est ici désigné comme langue principale du foyer en bleu et comme autre langue en rouge, est toujours présent, avec évidemment des différences qui s'expliquent par les contextes sociolinguistiques et qui distinguent en particulier tous les pays dans lesquels une langue nationale fédère l'ensemble de la population, ce qui explique que c'est d'abord la langue nationale qui est utilisée, ce qui est bien naturel, comme le Mali, le Sénégal, le Rwanda et d'autres, et bien sûr tous les pays du Maghreb où l'arabe est présent. Mais le français est toujours là, et de la même manière, au travail, le français est même un petit peu plus présent, avec parfois, comme vous l'avez vu sur la petite carte du film tout à l'heure, des premières positions occupées. Donc la question clé, c'est évidemment l'éducation. On voit un certain nombre de progrès dans les pays francophones du Sud, avec des taux de scolarisation qui progressent, certes, qui de temps en temps arrivent pratiquement à faire le plein, mais ces dernières années, il y a aussi le constat de certaines baisses, ou en tous les cas de stagnation dans un certain nombre de pays. Et alors même que le taux d'alphabétisation des adultes progresse aussi, on a malgré tout un niveau. Ce sont des études réalisées par la Conférence des ministres de l'Éducation nationale francophone, le programme d'analyse des systèmes éducatifs. La dernière enquête montre que le niveau est encore un peu insuffisant pour compter sur une parfaite maîtrise et un usage ensuite, y compris professionnel, du français. Donc la question suivante, c'est évidemment la question de l'utilité du français. Là aussi, les enquêtes toujours menées par Kantar montrent que globalement, dans cette quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, les locuteurs considèrent le français comme utile pour faire des études, pour travailler, pour se déplacer, pour s'informer, pour aller sur Internet aussi. Donc c'est plutôt positif pour le français. Et nous avons essayé de creuser un peu la question du plurilinguisme de la francophonie avec cette enquête donc, qui se dénomme Preslaf. Donc je saluais le professeur Fantonion qui est dans la salle, qui a examiné un certain nombre de questions sur la place de ces variations sociolinguistiques, sur la perception qu'en ont les locuteurs, sur leurs usages, sur le rapport entre français et langue nationale. Et donc je vous invite à découvrir le détail de cette étude, du moins sa synthèse dans le rapport, et l'étude complète en ligne sur le site dédié que les chercheurs ont mis en place, qui est aussi très riche d'enseignements. Les enseignements, je les résume très très vite ici. D'abord, on constate et on confirme un plurilinguisme généralisé et protéiforme de la francophonie. Le français est langue seconde et utile, malgré l'origine de sa présence, où on a parfois tendance à instrumentaliser la question de l'arrivée du français sur le continent, qui est finalement très peu ressentie par les populations elles-mêmes. Les langues nationales sont bien sûr très présentes, c'est un patrimoine utilisé, mais ce n'est pas une cause, il n'y a pas d'antagonisme, on ne le constate à aucun moment entre le français et les langues nationales. Et puis cette question des variations socio-linguistiques du français, qui ne sont ni niées ni spécialement revendiquées, qui sont peu valorisées et qui sont présentes même dans les classes, dans les écoles, mais plutôt comme des passerelles vers le français scolaire. Il y a, pour finir, un effort encore à faire, c'est ce que l'on constate dans le sentiment exprimé par les locuteurs, dans la décentration du français. Et le dictionnaire des francophones est une des voies qui a été mise en place et qui est prometteuse. Je finis avec le français et le numérique. Je dirais que c'est le retour de la diversité des expressions culturelles, comme on l'avait dénommé en 2005 lors de la convention de l'UNESCO, avec la question du numérique. Certes, le français est donc la 4e langue d'Internet, après l'anglais, le chinois et l'espagnol, mais on a constaté que les utilisateurs d'Internet étaient plurilingues, et donc qu'il y avait plus en plus de langues sur Internet, et en particulier l'arabe et les langues asiatiques qui progressent très fortement. Et se pose donc la question de la découvrabilité. 61% du trafic Internet est constitué de visionnage vidéo. Si on met en parallèle l'autre chiffre qui est 60% des contenus visionnés sur Netflix, j'ai choisi tout à fait au hasard, sont le résultat de ces recommandations, eh bien nous avons cette stratégie de la francophonie numérique et cette première plateforme francophone, TV5 Monde, qui nous donne beaucoup d'espoir, mais il va falloir s'organiser et structurer l'offre culturelle pour qu'elle soit visible, découvrable sur Internet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, la parole est à vous pour vos questions.
Tout est clair, tout est bien. Oui, bonjour. Je suis un petit peu surpris de la faiblesse de la pénétration du français dans la zone sahélienne. Elle est en jaune clair. Comment vous pouvez expliquer cette tendance pour des pays où l'administration parle français, où il y a des médias français? Oui, mais c'est justement, c'est une réalité qu'on méconnaît parfois. On dit les pays francophones, en oubliant que, à part les quelques exceptions que j'évoquais tout à l'heure, les pays sont d'abord, je ne sais pas si c'est très joli, africanophones. Il y a des langues, il y a des langues nationales, il y a parfois même d'autres langues officielles que le français, y compris sur cette zone, et les populations parlent leur langue. C'est l'école qui amène le français dans les foyers, auprès des élèves, auprès des enfants. Et alors, en particulier sur la zone que vous évoquez, les taux de scolarisation ne sont pas encore les meilleurs, n'ont pas atteint le maximum. Et donc, dans la réalité, en mesurant précisément les choses, c'est-à-dire c'est une méthodologie, en l'occurrence, qui est fondée sur les enquêtes d'éducation et de santé. Et le niveau d'études mis en rapport avec la population et les tranches d'âge de population montre que c'est souvent encore inférieur à 20%. Mais ça a beaucoup progressé grâce à l'école. Je dirais qu'entre le début des indépendances et les années 2000, les francophones se sont multipliés en quelque sorte par 5, par 8, par 10, hein, puisque contrairement à ce qu'on pense, à l'époque de la colonisation, il n'y avait pas du tout de diffusion du français, sauf pour une toute petite élite censée aider à l'administration. Donc tout repose sur l'école. Si je peux juste ajouter un mot à Alexandre, puisque j'étais dans les systèmes gouvernementaux avant d'être secrétaire général de la francophonie. La langue française est venue en Afrique par l'éducation et dans beaucoup de pays par des missionnaires. Et j'essaie de deviner, je n'ai pas fait l'étude scientifique, mais dans la zone sahélienne, les statistiques et les données sur l'éducation sont parmi les plus basses du continent. Et donc, je pense que c'est ça l'explication non scientifique. Bonjour, merci pour vos exposés à vous trois. Je suis Laura Lebeau, secrétaire générale de la FAL. Donc, vous disiez que la question clé, c'était la question de l'éducation. Mais justement, qu'en est-il de l'éducation de la francophonie en France et en Europe et plus largement dans le monde? Parce que là, on parle beaucoup de l'éducation à la langue française, mais je sais que, par exemple, la FAL fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire pour développer et pour faire comprendre aux Français ce qu'est la francophonie dans le monde. Donc, qu'en est-il de cet enseignement de la francophonie? Merci. Alors, selon les pays, évidemment, bon là vous m'interrogez sur la France, je n'ai pas forcément tous les pays en tête, mais bon, la France, pas un pays anodin dans le paysage. La francophonie est plus ou moins au programme. Je pense que dans les programmes français, il y a une petite rubrique qui consacre à la francophonie. On est d'ailleurs sollicité de temps en temps pour contribuer et donner des informations. Ce qui est très dynamique, en revanche, ce sont les études francophones. Ce qu'on appelle les études francophones. Et bien, on a entendu tout à l'heure le professeur Diagne, qui est à la tête d'un département aussi sur les littératures francophones. Et ces départements universitaires sont extrêmement puissants. L'AUF, qui est l'agence universitaire de la francophonie, qui rassemble plus de 1000 universités, je ne dis pas de bêtises, Aïcha Moutaoukil, qui est là et qui représente le recteur, est fondée sur ces départements de français, certes, mais aussi d'études francophones. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant, peut-être plus en dehors de la France qu'en France, bien que, si j'ai bien noté, il me semble que le Collège de France a ouvert une chaire sur la francophonie récemment, et elle a beaucoup de succès. Alors pour les petits, pour les scolaires, il faut sans doute renforcer la connaissance de la francophonie, et ce sera d'ailleurs positif pour la cohésion sociale, puisque beaucoup d'enfants retrouveront dans cette approche des choses qui les rapprocheront des cultures qu'ils ont connues ou que les parents ont pu connaître.
Je voudrais juste ajouter effectivement qu'il y a les chaires francophones et également dans les universités de certains pays du Maghreb, les filières francophones dans lesquelles il y a des programmes dans lesquels on explique aux étudiants ce qu'est la francophonie. Et je pense également au partenariat entre la Cité internationale de la langue française et la francophonie, où nous aurons tout choix et tout lieu de pouvoir présenter la francophonie dans ce lieu de la langue française, et dans ce lieu qui est un lieu dans un territoire que nous connaissons, qui est assez défavorisé. Et la francophonie sera là auprès de la Cité internationale de la langue française pour pouvoir présenter ses programmes, pour pouvoir participer et animer les résidences d'écriture, les résidences de cinéma, enfin toutes les activités culturelles qui se feront seront accompagnées par la francophonie. Alors, la réponse non diplomatique venant d'une diplomate, c'est que moi, j'ai quand même une certaine frustration par rapport à la méconnaissance de la francophonie dans notre pays hôte. Et c'est vrai qu'au niveau universitaire, pour les chercheurs, pour ceux qui s'intéressent au monde, mais j'ai eu l'occasion d'exprimer ma frustration au président de la République et aux autorités françaises, et notamment au ministre de l'Éducation, mais on doit faire des efforts avec la France. Au vu de l'agenda très chargé de notre secrétaire général, je voulais vous remercier tous et toutes, mesdames et messieurs, pour votre présence. Vous nous avez honorés. Et j'espère que vous allez vous faire les porte-parole et le relais de cet ouvrage qui doit absolument être vu, lu, consulté, utilisé, tant dans les classes que dans les universités, que dans les lieux scientifiques. Donc je compte sur vous et je remercie Madame la Secrétaire Générale pour le temps qu'elle a bien voulu nous accorder. Oui, vous avez donc un petit verre de l'amitié qui vous attend et on vous remettra aussi un rapport.